BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, il est historien, économiste, essayiste. Bonsoir Nicolas Bavrez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets à voir avec vous. J'ai envie de parler de Pologne. Est-ce que l'élection de ce président nationaliste, que ça n'a pas bousculé l'Union européenne, l'équilibre de l'Union européenne? Qu'est-ce que ça veut dire cette montée des nationalistes? Jean-Pierre Mavoie, on parlera de la Russie, bien sûr. Je voudrais quand même qu'on commence par ces violences d'après-match. Après cette victoire, on a tous communié devant le sacre du PSG dans cette Ligue des Champions. Mais en même temps, on s'est réveillé quand même avec une gueule de bois lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé, même encore là. Il y a eu 79 interpellations dans la nuit de dimanche à lundi. Il y en a eu 563 dans la nuit du samedi au dimanche. Alors Laurent Nunez, il dit c'est ni un échec ni un succès. Mais comment, sur le fond, vous qui êtes un intellectuel, comment vous analysez cette violence? Est-ce qu'il faut faire la part des choses? Comment est-ce que vous l'analysez? À quoi est-elle due? C'est à qui la faute? D'abord, ce qu'on a vécu, c'est assez représentatif de la France, parce que côté PSG, on a quand même une victoire extraordinaire. Jamais on avait eu un score pareil en finale de la Coupe d'Europe. Et surtout, on a eu une véritable équipe avec une fusion de talents et une jeunesse assez extraordinaire. Moyenne d'âge 23 ans, sachant que Marquinhos en a 31, je crois. Donc ça veut dire que c'est presque plutôt 21-23, quoi. Plus, effectivement, le grand homme de cette finale, c'est un jeune homme de 19 ans, Désiré Doué, c'est assez extraordinaire. Et puis de l'autre côté, on a eu ces images à l'inverse d'une jeunesse qui a basculé complètement dans l'anomie, dans la violence, avec des violences qui ont deux caractéristiques. Elles ont commencé pendant le match, donc en fait, elles sont indépendantes. Ce sont des gens qui sont venus uniquement pour détruire et casser. Et de l'autre côté, ce sont des violences qui n'ont pas eu lieu seulement à Paris et sur les Champs-Élysées. C'est là que ça a été le plus spectaculaire. Mais on a eu... Il y a eu 491 quand même réinterpellations à Paris. À Paris. Oui. Mais on a eu également des violences dans beaucoup de villes de France, et y compris des villes moyennes. Donc, on a effectivement, dans notre pays, on a une perte de contrôle de l'ordre public qui va avec, malheureusement, la perte de contrôle des finances publiques. Et ça, c'est très préoccupant. Pourquoi ? Parce que la violence, c'est vraiment une arme de destruction massive de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle est quand même née de l'idée qu'on avait une paix civile entre les citoyens, et on a inventé l'État moderne précisément contre les guerres de religion, contre la guerre civile. On a installé l'État pour garantir la paix à l'intérieur de la communauté des citoyens. Et aujourd'hui, cette paix civile, elle n'existe plus. On a donc un garde des Sceaux qui explique qu'il n'y a plus un endroit qui peut être qualifié de sûr en France, ce qui est quand même pour des responsables de premier plan au gouvernement un aveu, et pour le coup un aveu d'échec absolument même incroyable. Il n'y a pas qu'eux qui sont responsables. Non, d'abord, c'est une évolution longue. Oui. Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a raison de dire que derrière cette incroyable faillite, il y a aussi la faillite de l'éducation. On a quand même 20% d'une classe d'âge aujourd'hui qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Oui. C'est absolument stupéfiant. Et c'est vrai que dans une société, dans une économie comme la nôtre, ça fait un jeune sur 5. De fait, la manière de construire, d'accéder au marché du travail, de construire une famille, une carrière professionnelle, de s'insérer dans la société et d'être un citoyen à peu près responsable quand on ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, c'est mission impossible. Oui, d'accord, mais c'est quand même un échec de notre démocratie, de notre modèle. C'est un échec avéré, et ce qu'il faut dire, c'est que de la violence, on en a dans toutes les grandes démocraties. Mais c'est vrai que, par exemple, ce qu'on a vu hier soir à l'occasion d'un match qui est un match gagné par ailleurs... Avant-hier soir. Avant-hier, pardon. Oui. Un match qui a été un match gagné, et puis qu'on a revu d'ailleurs également hier soir à Paris, autour du Parc des Princes et un peu sur les Champs-Élysées. C'est vrai que c'est assez extravagant. Donc, on voit qu'on arrive encore
à organiser de très grands événements, mais avec un déploiement démesuré de forces de l'ordre. Mais ce qui est quand même préoccupant, et vous voyez, pour l'État, c'est un peu comme pour Notre-Dame quand même, c'est que l'État arrive à assurer les sites pour les visiteurs étrangers, les touristes, pour des événements exceptionnels, on arrive à assurer la sécurité. On l'a fait pour les Jeux Olympiques, justement. Voilà, pour les Jeux Olympiques. Mais pour le Français de base, pas suffisamment pour le anticipé. Français, le citoyen de base, aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité. Et c'est la même chose, les succès qu'évoque souvent le président de la République avec la reconstruction par exemple, la reconstruction de Notre-Dame. Oui, mais la reconstruction de Notre-Dame, c'est de l'argent purement privé et c'est une bulle qu'on a construite pour être en dehors de toutes les lois, les réglementations. Les Jeux Olympiques, on a été en dehors de la réglementation et du droit du travail parce que sinon, on ne peut pas organiser les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde du rugby. Et donc en fait, vous l'avez dit, en fait, la réflexion, c'est qu'on a un problème, c'est pas un problème conjoncturel. Et d'ailleurs, c'est pas un problème conjoncturel puisque ça arrive systématiquement. Voilà, et que on est quand même la seule grande démocratie qui a connu les gilets jaunes, les émeutes pour les retraites, la Nouvelle-Calédonie, maintenant de nouveau. Les Français sont des révolutionnaires, vous le savez mieux que moi. Oui, mais justement, cette violence, c'est pas une violence révolutionnaire. C'est pas une violence qui est guidée par un projet politique. C'est une violence qui est une violence purement nihiliste. Nihiliste d'un côté, donc il y a deux cibles, l'État, le pouvoir, et de l'autre côté, le vol, le saccage de magasins, et donc le fait de s'approprier les objets les plus clinquants de cette civilisation de la consommation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas tellement de solution. Ou alors, il faut faire effectivement ce qu'on avait anticipé pour les Jeux Olympiques 2024, c'est-à-dire de mettre en place un système de sécurité, je parle bien de système, qui soit déployé d'une manière énorme et anticipé quasiment un an à l'avance. C'est parfois difficile. Non, mais il faut qu'il y ait incontestablement la politique de maintien de l'ordre, c'est ce qu'on a dit. Elle ne peut pas reposer simplement sur la police. On ne peut pas d'abord être seulement dans la répression. Et par ailleurs, ce qui se passe et les dérives qui se passent, ça implique, c'est le résultat quand même de la dégradation de tout l'État et de l'État régalien qui a été cannibalisé par l'État-providence. Donc c'est ça le grand dysfonctionnement qui est derrière. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer. Oui, et puis surtout l'échec de l'éducation nationale, notamment dans les zones les plus difficiles. Oui, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde le rapport PISA, on est quand même en 26e position sur 31. Donc, l'effondrement du système, il vaut pour les élèves aujourd'hui, mais aussi pour les professeurs. Donc, il faut vraiment se bouger. Et c'est vrai qu'on a eu des errements politiques sur l'éducation, comme sur tout le reste, avec une absence de continuité. On parlera ensuite sur ces 40 milliards d'économies introuvables du budget, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur cette élection, parce qu'elle s'est jouée vraiment à un cheveu près, cette élection en Pologne, avec des conséquences quand même, je le disais, importantes pour l'Union européenne. C'est les résultats officiels qui ont été publiés tout à l'heure. Donc c'est le nationaliste Karol Nawrocki qui a soutenu par le Parti nationaliste, le PiS. Il a remporté avec 50,89%. Je veux dire, jusqu'au dernier moment, on a vu que ça oscillait d'un côté et de l'autre avec le pro-européen Rafał Trzaskowski. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est vraiment... quel impact ça peut avoir sur l'Union européenne au moment où on est tous en train de parler de réarmement, notamment la Pologne qui se réarme à coup d'investissements massifs. Alors c'est vrai, des achats qui sont plutôt américains et coréens que français ou qu'européens, ça c'est un autre point. Et 5%, ils ont un rôle clé à jouer. C'est une économie extrêmement dynamique, c'est un pays jeune. Ça sonne le glas de quoi cette élection? Si ça sonne le glas. Alors, ça sonne pas forcément le glas, mais c'est évidemment une nouvelle compliquée pour la Pologne et pour l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez rappelé, le résultat est tellement serré, ça montre d'abord que la Pologne est complètement polarisée. Ensuite, il est certain que l'objectif il a dit d'ailleurs de M. Nawrocki, c'est d'essayer de faire tomber le gouvernement de Donald Tusk le plus vite possible. Et en tout cas,
d'essayer de mettre le PiS en position de gagner les prochaines élections qui sont en 2027. Il va y avoir donc une extrême tension et même si le président polonais a des pouvoirs qui sont plutôt des pouvoirs symboliques, mais il a un pouvoir qui est très important, il a un pouvoir de veto. Oui, il a un droit de veto, absolument. Voilà. Et ça, il est clair que ça va être quelque chose de très difficile à vivre pour monsieur Tusk. Ensuite, il y a évidemment une dimension géopolitique. Il y a une grande contradiction du PiS, c'est que ce sont des nationalistes donc plutôt hostiles à la Russie, et jusqu'à présent, ils étaient très favorables à l'Amérique, et ils le sont d'ailleurs d'autant plus qu'ils ont été soutenus effectivement par l'administration Trump. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans une contradiction assez grande, puisque Donald Trump et l'administration Trump est alignée sur la Russie de Vladimir Poutine. Wow. Et du coup, c'est pas aussi clair aujourd'hui, hein, mais bon. Du coup, c'est vrai que se pose la question de l'Europe. La Pologne est clé pour l'économie comme pour la défense, vous l'avez rappelé, et il est très compliqué d'arriver à trouver un accord, surtout sur des politiques de long terme, avec un pays qui est aussi clivé. Et derrière, c'est pas seulement la Pologne, puisqu'on a vu les réactions, Orban, Fico, Madame Meloni est plus prudente, mais ça nous rappelle à quel point aujourd'hui, il y a une pression de ce qu'on peut appeler ces nationaux populistes, et très vive, notamment sur la partie orientale du continent, mais pas seulement. Mais pas seulement, même en France, qui derrière évidemment pose la question, effectivement, de l'avenir de cette Europe, étant entendu que notre problème stratégique en Europe, c'est que on est sous la pression du protectionnisme et de l'impérialisme américain d'un côté, la menace existentielle de la Russie de l'autre, le dumping chinois en troisième. Et donc, la seule stratégie pour tous ces pays dont aucun n'est un géant du XXIe siècle, c'est de s'unir pour arriver à essayer de trouver une certaine autonomie stratégique. Mais on voit que... C'est toute la difficulté. Du reste, Emmanuel Macron a tout de suite réagi en disant qu'il a appelé à continuer à bâtir une Europe commune. Il a appelé donc le nouveau président polonais, Karol Nawrocki. Donc ça veut dire qu'il y a quand même effectivement des craintes sur cette Europe de défense commune, surtout qu'au moment où l'Union européenne avait décidé, avec le programme SAF, de mutualiser un effort énorme de réarmement de l'Europe. Oui, mais ça, j'allais dire, le réarmement, l'Union européenne, elle peut aider le financement, mais ce n'est pas l'Union qui réarme, ce sont les États. Et là où on peut quand même avoir peut-être une ligne, c'est que, y compris le parti PiS, il est très clairement hostile à la Russie. Donc, simplement, il va vouloir réarmer pour la Pologne, mais réarmer pour la Pologne indépendamment de l'Europe, ça n'a pas grand sens, puisque les Polonais seuls ne peuvent pas résister seuls à la Russie de Vladimir Poutine telle qu'on la voit aujourd'hui. On va parler de la Russie, juste je fais un tout petit détour. À votre avis, quelle est la bonne stratégie vis-à-vis de Donald Trump? Est-ce qu'il faut résister à Donald Trump ou au contraire, un peu comme l'a dit Bernard Arnault lors de sa son audition devant la commission d'enquête sur les aides aux entreprises, il a dit mais non, il faut dealer avec lui parce que sinon jamais ça va être une catastrophe pour l'économie, pour les entreprises françaises et européennes. Quelle est à votre avis la bonne stratégie? Est-ce qu'il faut faire le bras de fer ou alors il faut plier? Je crois qu'on a la réponse, on l'a très clairement. Elle a été donnée si on compare la Chine et l'Europe. La Chine a été très dure, elle a gagné. Et c'est Trump qui a cédé. Mais nous ne sommes pas la Chine. Avec une stratégie qui a été d'ailleurs riposte intégrale sur les droits, plus vente de titres de la dette américaine, plus... arrêt de fourniture sur les terres rares. Et le message a été... et ça a été réglé en 48 heures. Oui, mais nous, on n'a pas les mêmes moyens. Je pense qu'on a des moyens importants sur les droits, sur l'accès au marché européen, sur le problème de la réglementation de
de la technologie et sur la dette américaine. Il ne faut jamais oublier que l'Europe, avec le Japon, c'est un des grands financeurs, avec l'Asie, on est les deux grands financeurs de la dette américaine. On exporte chaque année 300 milliards d'euros vers les États-Unis. Et avec ces 300 milliards d'euros, l'essentiel sert à acheter de la dette américaine. Donc, évidemment, il faut le faire sans s'en vanter, sans le dire. Mais le 9 avril, on a été très proche d'un vrai accident sur la dette des États-Unis. Oui. Elle est très fragile aujourd'hui parce que entre les droits de douane et surtout le programme budgétaire complètement déraisonnable des 4 500 milliards de baisse d'impôts, Trump, à sa manière, c'est Liz Truss en très grand. Mais les marchés ont exactement la même vision, ils n'aiment pas ça du tout. Et donc, il y a une vraie source de fragilité là-dedans. Et ce qui est vrai, c'est qu'il est clair que la seule stratégie qui fonctionne vis-à-vis de Trump, c'est la fermeté. Et c'est d'ailleurs aussi la seule qui peut fonctionner vis-à-vis de Vladimir Poutine. Alors revenons à la géopolitique avec ce qui s'est passé. C'était un incroyable coup de force de l'Ukraine qui a bombardé des bases militaires, 4 bases militaires russes qui ont été détruites et endommagées au sol des avions. On appelle la stratégie de la toile d'araignée. Enfin, c'est vrai que c'est un véritable roman policier. Je veux dire, Qu'est-ce que ça démontre ? Est-ce que ça démontre pour vous, que finalement l'Ukraine, elle a les moyens d'exporter cette guerre sur les territoires russes, ce qui lui était interdit pour l'instant, et puis qu'effectivement le nouveau chancelier allemand a autorisé. Est-ce que ça veut dire que la Russie est plus faible qu'on ne le pense ? Comment vous analysez ça, Nicolas Bavrez ? Alors, d'abord, c'est une opération exceptionnelle qui est effectivement qu'on peut sans doute comparer à certaines des réussites du Mossad, ouais. Puisque donc les Ukrainiens ont réussi à approcher très près de ces bases stratégiques. Ah bah oui, dans des camions, c'est incroyable, voilà, oui. Avec sous de fausses maisons en bois, en fait. Des rampes de lancement de drones et ils ont réussi du coup à tirer à distance proche, ce qui n'a pas permis à la défense aérienne russe de rentrer en ligne de compte. L'autre chose extrêmement intelligente, c'est que ces bases étaient très éloignées, elles étaient donc finalement assez peu protégées et les bombardiers stratégiques, ce sont à la fois des avions qui sont très coûteux, ils coûtent à peu près 100 millions d'euros chacun, qui sont énormes. Et que ne fabrique plus la Russie, alors qu'il lui manque des avions. Et qu'on est obligé de laisser, pour des problèmes de condensation, avec les réservoirs remplis. Et donc, en fait, avec des charges assez faibles, en ciblant les réservoirs, donc on pense qu'il y a entre 10 et 40 de ces avions qui ont été détruits. Si c'est 40, c'est 30% de la flotte de bombardiers lourds russes. Donc, ce serait considérable. Ça montre, alors ça n'empêche pas que les Ukrainiens continuent à souffrir beaucoup sur le front, mais ça montre qu'il y a une intelligence stratégique de l'Ukraine, une agilité qui est très grande, qu'on avait déjà vu avec l'initiative qui avait été prise sur Koursk. Et de l'autre côté, que la Russie reste un géant au pied d'argile. C'est vrai sur son économie, c'est vrai sur sa société. Oui, mais enfin, il tient depuis le temps qu'on nous disait que notamment toutes les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie allaient mettre à genoux à terre. La Russie allait mettre à genoux à terre. Ce n'est toujours pas le cas. C'est la vieille formule, c'est-à-dire que la Russie n'est jamais aussi forte qu'on le dit et elle n'est jamais aussi faible qu'on le dit. Et effectivement, elle continue à progresser sur le front au prix de pertes épouvantables. Et l'armée ukrainienne souffre énormément en ce moment. Mais alors, quelle est la clé derrière ? Et c'est pour ça qu'il y a aussi une comparaison avec Donald Trump, c'est que là où le président Zelensky a raison, c'est que l'idée, c'est d'obliger Poutine à aller négocier. Oui. On voit très bien qu'il ne le veut pas et qu'il cherche... avec Trump, il a usé d'un procédé dilatoire en effectivement
en vantant les qualités de Donald Trump, ce qui est toujours un choix gagnant. Ça marche toujours, oui. Mais choix gagnant, comme vous dites. Il va tellement loin dans le cynisme qu'il n'est pas exclu que les Américains, mais l'administration Trump, finissent par réaliser ce qui se passe. Donc, ce qui est vrai, c'est que si on veut arriver à négocier avec la Russie de Poutine, il faut qu'elle ait une énorme pression économique et stratégique. Oui. Et cette opération... En tous les cas, ça va changer. Est-ce que c'est un tournant, ce qui s'est passé ce matin? Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un véritable tournant, mais c'est un élément important et qui rééquilibre quand même le jeu, même si... il ne se passera pas grand-chose à Istanbul, puisqu'on voit que les négociateurs qui ont été envoyés sont les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire... Au niveau. Exactement. Aucun pouvoir. Pour l'instant, on aura peut-être de nouveau un échange de prisonniers, ce qui serait en soi une bonne chose, mais ce n'est pas là que ça va se dénouer. Mais en tout cas, et l'autre aspect quand même, c'est que ces bombardiers stratégiques, vraisemblablement... La Russie veut préparer une grande offensive d'été avec la fin de l'hiver. Et il est certain que ces bombardiers stratégiques ont un rôle important dans si effectivement la Russie veut tenter cette offensive. Donc par ailleurs, le potentiel offensif de la Russie est réduit. Je voudrais quand même, il nous reste, ça passe vite avec vous, Nicolas Bavrez, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ce qui se passe en France, notamment avec toutes ces discussions, j'ai envie de dire, je ne suis même pas sûre qu'il y ait des discussions, mais enfin, en tous les cas, François Bayrou qui a interpellé la semaine dernière les Français, c'était sur l'antenne de BFM TV, en disant il faut qu'ils fassent tous des efforts. On voit bien que tous les sondages disent OK pour faire des efforts à condition que ce soit le voisin qui le fasse. On a 40 milliards d'économies à trouver donc d'ici le 14 juillet, puisque c'est là où il va il va nous présenter les grandes lignes de ce budget 2026. Mais on voit bien qu'il y a une forme, alors je ne sais pas si on peut parler, c'est une forme d'irresponsabilité des Français, une envie, un aveuglement des Français. Comment vous expliquez? Il essaye de faire de la pédagogie, mais on voit que ça n'accroche absolument pas. Je crois que ce n'est pas tellement un aveuglement des Français, parce que si vous regardez le taux d'épargne, il est à un record. Oui. On n'a jamais vu depuis 80, il est à 18,8%. Oui. Ça veut dire quoi? Que les Français ont très bien compris qu'il y a un problème énorme de dette, que la dette c'est de l'impôt différé, et donc aujourd'hui ils épargnent parce qu'ils se rendent très bien compte que l'État est en faillite. Le problème c'est que jusqu'à présent on n'a proposé aucun plan crédible. Le problème c'est pas les 40 milliards de... pour l'instant, la seule chose qu'on a vue une nouvelle fois, c'est une floraison de propositions de hausse d'impôts. Et ça, on a déjà le résultat. C'est ce qu'on a fait en 2025. On a tué la croissance, on a tué la consommation, on a tout aplati. Donc, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire quand on regarde Europe du Nord ou Europe du Sud? Il faut un plan cohérent pour ramener le système et que la dette soit soutenable. Quand est-ce que la dette est soutenable? C'est quand on est en excédent primaire. Donc, il faut ramener le déficit qui va de nouveau tourner autour de 6% du PIB cette année à 1,5% du PIB. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de 40 milliards pour 2026. C'est un problème d'un plan qui permet d'économiser 1% du PIB par an pendant 4 à 5 ans pour arriver à 1,5% du PIB. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Ce n'est pas en s'attaquant jusqu'au transport sanitaire ou au taxi ou autre. Il faut effectivement, il y a deux choses à faire. Côté finances publiques, il faut un plan d'économie continu et qui joue pour l'État, pour la protection sociale et pour les collectivités. Et de l'autre côté, on ne peut pas se rétablir simplement par des économies budgétaires. Il faut un changement du modèle économique parce qu'il faut arriver à mettre de la croissance de l'autre côté. Et pour ça, il faut réhabiliter le travail, l'investissement et l'innovation. C'est tout ce qui est cassé par le budget de 2025. Si on a ça, ensuite, parce que... Vous voyez, attendez, justement, parce que comme il nous reste peu de temps, pardonnez-moi, je vais droit au but. La TVA sociale, parce que pour vous, c'est une fausse solution. C'est une fausse bonne idée? Ça permettra... c'est une fausse solution parce que... Si vous baissez ça, si ça permet de baisser les cotisations salariales. Oui, mais ça ne baissera pas les cotisations salariales, ça permettra simplement de continuer la course en avant des transferts sociaux. Donc, pourquoi? on l'a vu avec la CSG.
Si vous voulez, la CSG, c'est la même chose. C'est un impôt. On a créé la fiscalité en disant ça va. Bon, qu'est-ce que ça a permis? La CSG qui a été augmentée, ensuite on a rajouté la CRD. Tout ça, ça a permis d'accumuler de nouvelles dépenses sociales. Ça n'a absolument pas permis d'augmenter les salaires. Donc, je pense qu'il faut effectivement augmenter les salaires en baissant les charges salariales, mais il faut baisser les charges salariales en baissant les dépenses sociales. Oui. Et ça, à votre avis, ça pourrait être la solution. Et pour ça, si vous voulez, il y a un problème de méthode aussi. Évidemment que c'est absurde d'avoir des dépenses de transport sanitaire qui augmentent de 40% en quelques années, c'est n'importe quoi. Mais cibler les taxis, c'est pas les taxis non plus qui sont responsables du déficit, ni de l'assurance maladie, ni de la sécurité sociale. Donc, ce qui manque aussi, c'est le fait d'arriver à passer un nouveau pacte avec les Français pour que tout le monde s'y mette. Les retraités, ils ne peuvent pas continuer effectivement à avoir des revenus moyens supérieurs de 9,5% à ceux des actifs. Les actifs, ils ne peuvent pas continuer à avoir la durée du travail la plus faible du monde développé, à commencer à travailler à 23 ans et à arrêter à 62 ans, alors qu'on vit jusqu'à 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les... Juste un petit problème, enfin, les entreprises ne veulent plus des salariés à partir de 55 ans. Hein, donc, même si c'est un peu amélioré entre 55 et 60 ans. D'abord, on voit que dès qu'on augmente l'âge, en fait... on voit l'impact immédiat. Et par ailleurs, on peut aussi mettre en place des incitations. Regardez par exemple les Allemands, ils sont en train de faire un truc qui est assez intéressant pour remettre eux aussi en problème d'insuffisance du travail. Ils veulent défiscaliser en partie les revenus du travail pour les retraités qui continuent à travailler. Ouais. C'est loin d'être idiot. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir à 65 ans le même travail qu'on avait à 45 ans, de même qu'on n'avait pas à 45 ans le même travail qu'on faisait à 25 ans. Et donc, bien sûr qu'il faut que les entreprises se bougent aussi. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez. Je voulais parler d'Harvard, mais bon, on n'a pas le temps. Merci en tous les cas. C'était passionnant. Si même vous sacrifiez la science et l'université. Oui, vous voyez, je suis comme Donald Trump alors. Voilà, je suis comme Donald Trump. Merci en tous les cas. C'est sûr que c'est un peu la fin du rêve américain tel qu'on l'a imaginé en tous les cas pendant de longues années. Merci beaucoup d'être venu nous voir tout de suite. Les experts, Guillaume Paul. La grande interview sur BFM Business.